Oh putain! Bonjour Olivier Fallet, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon moment dans cette convention. Bonjour à tous. Attends, Mais deux très minutes bien. et doucement, hein. Bon, t'étais pas encore prêt? Bah non, faut que je passe le jingle, il est 16h mon grand! Ah ok, bah Ok. passe jingles. Pas de souci. Allez, de toute façon, vous le voyez parce que quand ça marque quand je passe en direct live. Ouais. C'est pour ça que je mets le truc en fait en vidéo. Ah ok, j'avais pas tilté. Autant pour moi. Allez donc, nous voilà en direct live. Bienvenue à tous avec Olivier Falex et bien sûr avec l'interview en direct live sur Radio KKM FM Pro. Et tout à l'heure, il était déjà avec Taiki et on l'a ici, donc ça fait 2 heures de live avec Olivier Falex. Donc ça, du coup, bah, ça va nous permettre de nous en apprendre un peu plus là-dessus. Bonjour Olivier Falex, j'espère que tu vas bien. Bonjour, très bien, en forme. Oui, oui, on est en forme. On est motivé pour la convention. Alors, tu es un journaliste spécialisé de l'animation japonaise et manga. Pourquoi avoir choisi cette branche au lieu, par exemple, de nos BD et dessins animés occidentaux? Alors déjà, j'ai absolument pas choisi cette branche. J'ai fait des études en génie électrique et informatique industrielle et je suis arrivé là totalement par hasard, il y a déjà assez longtemps. Je suis arrivé par la radio en fait, Ah, justement au départ. Je suis originaire de Lyon en France et une radio existait qui était une radio pour les enfants, qui s'appelait Super Loustic oui, j'ai entendu et parler. voilà. Vous, Et il passait des génériques de dessins animés, ça me plaisait bien et j'avais toujours été un peu passionné par la radio, mais sans y connaître grand-chose. En tout cas, c'est un univers qui m'intéressait. Et voilà, et un jour, j'ai poussé la porte, j'ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. C'était une petite radio qui était, alors pas associative, c'était déjà une radio professionnelle, mais en tout cas, ils n'étaient pas contre un coup de main. Et voilà, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé derrière le micro à faire une émission sur les génériques et sur les dessins animés. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, cette radio, elle s'est développée à travers toute la France. Et j'ai suivi cette aventure. Et puis c'est comme ça finalement que je suis devenu un peu, malgré moi et en n'ayant jamais fait aucune étude, on va dire journaliste, euh, par ce biais-là. donc de Lyon 69 qui se trouve pas bien loin non plus de Saint-Étienne. Qui plus est. Moi, je suis de la région stéphanoise, donc je connais bien Lyon, qui est pas bien loin. Mais du coup, ça fait bizarre de retrouver quelqu'un qui habitait sur Lyon, quoi. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs. Non, non, j'ai quitté Lyon, j'y retourne régulièrement, j'ai encore de la famille là-bas, mais je n'y habite plus depuis longtemps. Hmm. D'accord. Et quels sont tes souvenirs de l'époque où tu as commencé à la radio? Des très bons souvenirs. En plus, c'était il y a longtemps, donc c'était une époque où on faisait de la radio différemment. C'était encore la radio FM, il n'y avait pas du numérique, on utilisait des bandes, des disques, il fallait enchaîner tout ça et c'était assez passionnant en fait de faire tout ça un peu en direct et du coup, il y avait une certaine simplicité, une proximité avec les auditeurs. C'était encore une époque, on se posait pas trop de questions, on s'interdisait rien finalement. Et du coup, ouais, je garde un bon souvenir de tout ça. Pas par nostalgie. Après, les moyens qu'on a aujourd'hui de faire de la radio sont très bien aussi. Mhm. Mais en tout cas, content d'avoir connu cette époque-là, qui était un peu particulière. C'est vrai Effectivement, que maintenant, ça fait beaucoup. Excuse-moi. C'est vrai que maintenant, ça s'est beaucoup facilité la chose au niveau de ça. La radio maintenant, bah, c'est tout sur Internet, numérique, etc. C'est vrai que maintenant, on n'a plus forcément besoin, comme à l'époque, où tu vas lancer des CD, machin. Maintenant, c'est tout numérique, quoi. C'est tout. C'est vrai que Et puis ça arrange surtout, bien les choses. à l'époque, ça demandait, même pour faire la plus petite radio, ça demandait quand même des moyens considérables en fait. Il fallait un émetteur, il fallait au moins un studio, une table de mixage, tout un tas de matériel qui était forcément professionnel et qui était très coûteux. Alors qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que tout le monde peut lancer une radio chez soi, parce que ça reste quand même du travail et ça se fait pas comme ça, même si ça peut paraître simple. Mais en tout cas,
voilà, l'évolution des technologies et des moyens de diffusion font que ça ouvre la possibilité d'avoir beaucoup plus de choses et une offre surtout beaucoup plus variée. C'est ça. Nous, là, actuellement, je tourne de chez moi. C'est vrai que nous, la radio, on l'a montée il y a 6 ans de cela, et aujourd'hui, bon, on commence à monter haut, mais voilà. Après, c'est vrai que, comme on dit, une radio, malheureusement, c'est pas du jour au lendemain, on monte ça et puis on claque des doigts. Ce serait bien sinon. Ouais. Mais c'est vrai que là, d'aujourd'hui, bah oui, je suis bien content parce que ça, je commence à monter et je commence vraiment à faire pas mal de choses. Et là, il y a beaucoup de choses pour 2021 éventuellement qui se préparent si le coronavirus il veut bien s'arrêter un jour. Ouais. Ce qui m'étonnerait, mais après, on y espère quand même, quoi, qu'ils nous sortent quelque chose qu'on puisse éventuellement reprendre toutes les activités. Mais voilà. Donc après, c'est vrai que j'ai mis 6 ans à être enfin plus de 4 ans à être stable. Donc au niveau flux et tout. Et c'est vrai que bon, j'ai beaucoup galéré, mais maintenant, on va dire que voilà quoi, j'ai bien avancé et je suis bien content. Par la suite, tu quittes la radio pour devenir chroniqueur et ensuite rédacteur en chef du magazine Animeland. Que retiens-tu de ces années dans ce magazine-là? Et d'autres si tu en as Alors, fait. en fait, tout ça, ça s'est un petit peu mélangé. J'étais encore dans la radio quand Animeland s'est monté. Et en fait, c'était des amis que j'ai rencontrés justement en allant sur Paris pour faire ce projet de radio. J'ai rapidement rencontré, bah, surtout été à la première librairie, les 2 premières librairies qui vendaient des mangas sur Paris. À l'époque, c'était très difficile, hein. On parle d'une époque, on parle du début des années 90. Le mot manga, on savait même pas qu'il existait encore à cette époque-là. J'exagère un peu, mais c'est pour situer le contexte, que c'est pas du tout comme aujourd'hui. Donc du coup, dès qu'on trouvait des gens qui connaissaient ça ou qui s'intéressaient à l'animation japonaise, forcément, ça créait tout de suite des liens. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré une bande de copains et qui avaient ce projet de monter Animeland. Et alors moi, j'ai pas créé Animeland, mais effectivement, dès le premier numéro, ils m'ont demandé d'écrire une chronique CD, puisque justement, je faisais de la radio et j'avais déjà plusieurs CD japonais d'OST. Donc c'est comme ça que finalement, l'aventure Animeland, elle a commencé pour moi. Après, une fois que la radio s'est terminée, j'ai eu l'opportunité d'écrire pour le magazine Joypad aussi, qui à cette époque-là, magazine de jeux vidéo, qui voulait ouvrir une rubrique manga aussi, parce qu'on commençait à être vers 1995, c'était le plein succès de Dragon Ball Z, et les premiers mangas avaient commencé à être publiés en France chez Glénat, ou le manga de Candy, ou le manga Akira, ou Dragon Ball et Ranma 1,5. Donc voilà, ça a commencé à bouger et ils cherchaient quelqu'un pour écrire. Donc c'est comme j'ai commencé par faire cette rubrique, tout en continuant de travailler pour Animeland, qui petit à petit aussi s'est professionnalisé à partir de 1996. Et dès que Animeland est passé du stade fanzine, où ça sortait un petit peu quand c'était prêt, en théorie tous les 2-3 mois, mais voilà, en tant que fanzine amateur, des fois, c'était un peu compliqué. Voilà, et après, c'est devenu mensuel. Surtout, les gens qui travaillaient pour Animeland ont commencé à être rémunérés, donc ça commençait à être un vrai travail. Donc voilà, là aussi, ma collaboration, elle s'est un peu intensifiée. Je me suis occupé de certaines rubriques, les news, les chroniques vidéo. À l'époque, on a lancé les interviews de comédiens de doublage aussi dans la rubrique portrait de voix. C'est quelque chose qui se faisait pas du tout à cette époque-là, et c'était même très difficile de rencontrer ou d'avoir même des noms, comme aujourd'hui Brigitte Lecordier, Patrick Borg, Marc Lesser, c'est tous des noms qui nous parlent et qu'on voit beaucoup maintenant dans les conventions, et on sait tout ce qu'ils ont fait comme doublage, mais à cette époque-là, on défrichait vraiment, et il fallait déjà les convaincre d'accepter de nous parler, alors qu'on était un tout petit magazine, et de parler aussi d'animation japonaise, ce qui pour certains pouvait être encore un peu tabou à l'époque. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai toujours fait un peu plusieurs choses en même temps, mais en tout cas, je suis arrivé dans l'écriture. C'était passionnant de vivre le début de l'aventure d'Animeland. On était une époque où il n'y avait pas encore Internet, donc c'était un média qui permettait de transmettre. On avait la chance de connaître des gens qui étaient au Japon et qui nous donnaient des infos de première main. Et c'était passionnant de collecter ces infos, de les partager à travers ce magazine. Et ça a été vraiment une très belle aventure. Évidemment, Animeland continue, existe toujours aujourd'hui, mais les choses sont complètement différentes. Aujourd'hui, on ne peut pas reproduire ce qu'on faisait à l'époque, puisque c'était aussi le climat, où
le contexte qui faisait que Animeland était une des rares sources pour avoir des informations sur ce qui se faisait au Japon. Qui est différent aujourd'hui, en effet, plus qu'on sait s'informer beaucoup plus facilement. Mm. En plus, à l'époque, on était beaucoup plus libre de faire des choses, alors que maintenant, il y a comme une espèce de censure qui fait que il y a des thèmes qu'on ne peut plus utiliser, il y a des choses qu'on ne peut plus montrer, parce que ça pourrait faire passer pour du racisme, alors que ça n'était pas à l'époque. On se souvient tous du fameux clip de Club Dorothée avec des Africains qui avaient un os dans le nez. Maintenant, ce serait totalement impossible, parce que ce serait tout de suite catalogué comme du racisme pur et dur. Cela dit, Animeland a quand même eu aussi son lot de problèmes à l'époque. Le magazine, justement, qui n'était pas pour les enfants, hein, puisqu'on traitait de sujets sérieux, ça s'adressait aux adolescents ou en tout cas aux jeunes adultes. Mais à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de préjugés sur le dessin animé et il y avait une commission qui était chargée de veiller au bon déroulement de ce qu'il y avait dans la presse. Et à un moment, ils nous sont tombés dessus. Ils estimaient que, comme on parlait de dessin animé, on était un magazine pour les enfants. Et du coup, ils nous reprochaient d'avoir mis ou traité. Il y avait peut-être un article sur Otsuki Doji ou sur des choses vraiment très adultes. Et du coup, on nous a menacé de nous faire. On nous a même fait un procès et on a dû expliquer que ce procès n'avait pas lieu d'être parce que on n'était pas un magazine pour les enfants. Mais il y avait déjà un quiproquo et il y avait vraiment des gens qui étaient vent debout contre Animeland. Ouais, ce qui ne m'étonne pas. À l'époque, c'était un peu la chasse aux sorcières, malheureusement. Ensuite, Comme aujourd'hui d'ailleurs, hein. Je te rassure. Oui, en effet. Mais ensuite, tu passes à un autre format, c'est-à-dire le format vidéo, cette fois, en co-animant avec Olivier Ligny, Galaxy Manga, sur la chaîne Manga. As-tu une anecdote sur cette époque ou des souvenirs à partager? Comment s'est fait cette collaboration? Parce que tu passes de la radio à la télé. Oui, à l'époque tout ça s'est fait naturellement parce que ça reste un petit milieu et à partir effectivement du milieu des années 90, la chaîne MCM veut lancer une émission sur le manga. Là aussi, ils étaient plutôt précurseurs parce qu'on est encore à une époque où l'animation japonaise, elle est encore relativement décriée et faire une émission sur le manga, c'était quelque chose qui était inenvisageable sur d'autres chaînes. Comment je me retrouve dans cette aventure? C'est très simple. Cette émission, au départ, c'est Cyril Drevet qui avait eu l'idée de faire cette émission. Mais à cette époque-là, Cyril Drevet, il travaille chez AB, il co-présentait des séquences du Club Dorothée. Mais en tout cas, il avait eu l'idée du concept de faire cette émission Manga Zone pour MCM, parce que à la tête de MCM à l'époque, c'était toute la bande de manga players en fait. Il y avait Matt Murdock, il y avait Olivier Richard. Enfin voilà, c'est tout des gens qui se connaissaient, qui connaissaient très bien Olivier Drevet. Donc ils étaient déjà aussi fans de manga et c'est quelque chose qu'ils défendaient dans les pages de manga players. Et ils ont l'idée, en tout cas voilà, Cyril a l'idée de faire cette émission. Le seul souci, c'est que AB a pas voulu le laisser partir. Vu qu'il travaillait chez AB et sur TF1, ils n'ont pas voulu qu'il aille sur MCM, même si c'était pour quelque chose qui n'avait rien à voir. Donc du coup, l'émission, elle s'est faite sans lui. Et moi, on m'a mis dans cette boucle-là parce que les deux sponsors de l'émission qui permettaient son financement, c'était un service Minitel qui s'appelait la boutique Toon et qui dépendait d'un service dont je m'occupais à l'époque. Et c'était l'éditeur AK Vidéo pour lequel je travaillais aussi. Donc du coup, les deux sponsors m'ont dit « Olivier, on veut que tu sois là pour qu'on soit sûr que le truc soit bien maîtrisé et que le truc qu'on sponsorise, on soit sûr que tu sois un peu notre garant de surveiller que ce soit bien fait. » Donc du coup, j'ai été embarqué dans cette équipe. Et mais en fait là je ne vous parle pas de la chaîne manga, là je vous parle d'un premier projet qui était sur MCM. Voilà, donc j'ai commencé par faire ça, mais je le présentais pas à l'image, je faisais juste la réalisation des sujets. Et voilà, et en fait tout ça, ça donne des expériences en fait à force d'avoir fait cette émission sur MCM, d'avoir fait de la radio, d'évoluer dans ce milieu de la Japanime. Quand la chaîne manga ensuite ils ont voulu lancer aussi une émission, parce qu'à cette époque-là la chaîne manga ils ne faisaient que passer des séries et ils avaient envie d'une identité qui est quand même un rendez-vous avec des visages, avec des animateurs et des choses. Donc ils ont lancé cette émission qui s'appelle Planète Manga en 1999. Et ils ont demandé à Olivier Ligné, qui est un animateur, lui, du coup, expérimenté, il travaillait déjà pour Canal J,
de la présenter. Et moi, au départ, j'étais invité, en fait. Ils m'ont invité dans la première émission pour que je parle un peu de, je sais plus quelle était la thématique, mais que je sois juste un intervenant. Voilà. Sauf que au moment où on fait la première émission, il me dit, au fait, on tourne pas une émission, mais on en tourne deux. Il y aura la première et la deuxième. Bon, je dis, ok, bah, j'interviendrai dans les deux émissions. Voilà. Donc, on enregistre ces deux émissions, elles passent, il y en avait, je crois, une par mois. Et puis ensuite, ils vont pour tourner la troisième et la quatrième. Et puis là, ils me disent, Olivier, on voudrait te réinviter pour que tu interviennes dans la troisième. Et il y aura la quatrième aussi. Donc voilà, à un moment, j'ai dit, bon, ok, mais alors du coup, je suis plus juste je suis pas quelqu'un que vous interviewez là. Je co-anime en fait, en tout cas, je fais partie de l'émission. Oui, parce que derrière, il y avait les questions aussi que j'étais pas payé au départ. J'étais juste un invité qui était venu poser des questions. Mais quand on commence à t'inviter dans les 4 émissions, au bout d'un moment, tu te dis, bon, on va discuter un peu différemment. Donc voilà, après, du coup, on a officialisé finalement et on a décidé que j'allais co-présenter avec Olivier. Olivier, lui, l'autre Olivier, voilà, lui, il avait l'habitude de la caméra, d'animer, de faire tout ce qu'il fallait faire. Et moi, j'étais plus le spécialiste qui ensuite amenait les précisions un peu plus pointues sur l'animation. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure qui a duré quelques saisons quand même. Je ne me souviens plus jusqu'à quand, mais c'était une expérience quand même assez rigolote et intéressante. Et qu'est-ce que tu trouves de différent entre animer une émission radio et co-animer, vu que c'était une co-animation, une émission TV, du coup? La télé, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que il faut réfléchir à tout, à l'image. Est-ce qu'on est dans le cadre? Est-ce qu'on a des tics? À la radio, on réfléchit à la même chose, mais on réfléchit juste à sa voix, à ce qu'on va dire. Alors que la télé, faut faire attention à tout. Donc, c'est quand même l'exercice pour moi le plus difficile. Et l'écriture, c'est encore autre chose. Même si on a un délai pour un article, du coup, on l'écrit un peu quand on veut, on peut revenir dessus, etc. Donc, à chaque fois, pour moi, c'est des choses plus difficiles. C'est pas plus facile d'écrire parce qu'il faut aussi avoir un style et savoir écrire. Mais il y a moins de choses à penser quand on écrit, il y en a un peu plus à penser quand on fait de la radio, et encore plus à penser quand on se retrouve devant une caméra. Et j'aimerais juste dire une précision, c'est que ça, c'était valable pour l'époque. Maintenant, la majorité des radios, du moins des grosses radios, marchent aussi en façon webcam. On sait regarder la radio littéralement sur Internet, sur la plupart des grandes radios en tout cas. C'est vrai que maintenant, on n'a même plus le confort de se dire, ça va, c'est que de la radio, je peux y aller, je n'ai pas besoin de m'habiller correctement. Et puis, il faut faire attention effectivement aux gestes. Disons que malgré tout, on sera quand même moins concentré parce que c'est pas forcément une caméra qui est pointée gros plan sur soi. Et puis, je pense qu'on accepte le compromis que quand on écoute la radio, on s'attend plus à ce que soit travaillé le son que l'image. Mais effectivement, ça enlève cette petite liberté au niveau de l'image que pouvait et le petit côté aussi confidentiel. Moi, j'aimais bien la radio quand on savait pas trop qui c'était derrière, qu'on n'entendait qu'une voix. Voilà, ça avait ce côté un petit peu mystérieux. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui, oui. J'ai écouté longtemps une émission de radio et puis un beau jour, je me suis dit, tiens, vu qu'on sait voir les animateurs, je m'étais fait, ils sont 5 animateurs, c'est sur la première, je crois qu'ils sont 5. Je m'étais fait une idée à entendre voir vraiment une idée de chaque personnage. Lui, il doit ressembler à ça, 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 ça. J'ai regardé, finalement, un jour, j'ai craqué, j'ai regardé et j'étais totalement surpris que mon imagination a totalement déformé leur vraie apparence, juste en me calant sur leur voix, quoi. Je m'étais fait toute une image d'eux sur leur voix et elle est totalement différente de la réalité. Et c'est pareil aussi pour moi qui ai beaucoup côtoyé à un moment les comédiens qui font du doublage. Et c'est pareil, on a grandi avec leur voix. Finalement, on essaye on n'a pas forcément un visage, mais en tout cas, on se fait une certaine idée, où on s'imagine inconsciemment à quoi il pouvait ressembler. Et effectivement, des fois, tu te rends compte que tu as l'impression, après une fois que tu le vois, que la voix ne va pas avec son vrai visage, parce que peut-être tu t'imaginais autre chose. C'était assez troublant au départ. Oui, sauf que là, l'imagination est biaisée, puisque là, ils font une voix qu'ils trafiquent eux-mêmes.
Comme par Oui. exemple, le cordier sur Dragon Ball, c'est pas sa vraie voix. Et du coup, là, c'est biaisé. Mm, Moi, j'ai pas de vraie voix d'animateur. C'est encore autre chose. Sinon, qu'est-ce que tu as comme anecdote? Est-ce qu'il y a des anecdotes dans ta carrière, que ce soit radio, dans les magazines ou autres, que tu aimerais raconter ici? Ah, c'est difficile d'en ressortir une parce que c'est quand même une aventure extraordinaire qui m'a permis de rencontrer plein de gens. Donc, c'est pas des anecdotes, mais c'est plus des souvenirs. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Hayao Miyazaki et ça, Ah c'est oui. quelque chose quand même d'assez pas unique. Je pense que plein de gens, sûrement plein de gens ont quand même eu cette opportunité, mais en tout cas, voilà, Exceptionnel. ça reste ça fait partie des moments forts de ma carrière où je me souviens parfaitement de chaque moment de cette interview. Où ouais, c'est plus voilà, les anecdotes, c'est plus au niveau des rencontres. Pareil, quand je m'occupais des voix de doublage, les premières fois où j'ai rencontré Brigitte Lecordier, voilà, mais c'est des choses qui sont restées. D'ailleurs, on est resté en contact. On se voit encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui ont débouché sur une longue amitié. Donc voilà, c'est des très bons moments. Encore une fois, je veux pas jouer les vieux blasés parce que c'est pas que c'est plus possible de faire ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça se ferait différemment, je pense. Mm. Ça se ferait pas dans ces conditions-là. Donc voilà, ouais, c'est des beaux souvenirs qui restent. Mm, mm. Bah, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, pour voir une personne, enfin, pour l'interviewer ou autre, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus difficile d'avoir accès à à des personnes qui sont reconnues. Je pense à comparer à l'époque, hein. À l'époque, ça doit être un tout petit peu plus facile. Mais maintenant, oui, c'est vrai que pour accéder à ces personnes-là, bah, malheureusement, il faut en démordre et plus. Alors, je dirais pas que avant, c'est pas que c'était plus facile, parce que franchement, c'était difficile de les convaincre de répondre à une interview d'Animeland. Comme je le disais, il y en a beaucoup. euh, on venait les voir. Nous, ce qui nous intéressait, c'était effectivement les dessins animés qu'ils avaient doublés, et des fois même souvent les dessins animés japonais. Mais eux, c'était pas forcément de ça dont ils voulaient parler, ou en tout cas sur lesquels ils avaient beaucoup de choses à raconter. Donc c'était quand même. Et en plus, nous, on sortait de nulle part, quoi. Jamais personne les avait, à cette époque-là, les avait appelés pour parler de doublage. C'est des gens, des fois, ils ont tourné, ils ont fait des films, ils ont fait du théâtre, ils ont fait des trucs. Et là, on les appelait pour dire, vous pouvez nous parler du doublage de Sailor Moon? Et c'était pas tous, hein, je ne veux pas faire des généralités. Il y en avait qui disaient oui tout de suite, mais des fois, il y a des gens, alors ils ne disaient pas non parce qu'ils ne voulaient pas dire comme ça qu'ils avaient honte de ce qu'ils avaient fait non plus, mais on sentait bien que on avait l'air des extraterrestres, quoi, de vouloir qui nous parlent de ce genre de choses. Donc, malgré tout, c'était quand même difficile, en fait, de les avoir. Après, aujourd'hui, voilà, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, bah, beaucoup plus de médias, beaucoup plus d'opportunités, ils se montrent aussi, ils participent à plein d'événements, donc forcément, ils sont plus connus, et forcément, du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent les interviewer. Donc, effectivement, je comprends qu'aujourd'hui, ça devient plus difficile. Ce qui est paradoxal, puisqu'on Ouais, sait. ça. Oui, tu allais dire quelque chose? Hein? Non, juste dit, c'est tout à fait ça. Ah, Vas-y, j'allais continue. dire que ce qui est paradoxal, parce qu'à l'époque, pour contacter les gens, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, contacter quelqu'un, Brigitte de Cordier, on va sur Facebook, on trouve sa page, on lui envoie un message. N'importe qui sait le faire, tandis qu'à l'époque, il fallait faire des recherches un peu pour retrouver toutes ces personnes. Donc d'un côté, c'est Et non seulement il paradoxal, fallait faire des c'est recherches, plus difficile de les avoir en interview, mais c'est plus facile de les approcher. oui, parce qu'à cette époque-là, en plus, on ne connaissait même pas leur nom. On reconnaissait leur voix, mais il y avait souvent pas de crédit. Donc, c'était des recoupements où si à un moment, dans un dessin animé, un nom apparaissait, on en devinait que c'était... Donc déjà, il fallait, d'une part, dans les recherches, trouver le nom de la personne qui nous intéressait. Et puis ensuite, effectivement, il fallait trouver ses coordonnées. Voilà, il n'y avait pas Internet. Donc, c'était soit l'annuaire, ou soit... Après, une fois qu'on commence à en avoir un ou deux... par relation, ils peuvent vous donner le téléphone d'un collègue, ou alors
ces interviews à l'époque, on avait la chance, on était encore à cette époque-là acceptés sur les plateaux de doublage. Donc, du coup, en allant sur le plateau, on pouvait aussi faire connaissance avec d'autres et récupérer les coordonnées. Donc, ça aussi, ça c'est des choses. J'ai eu la chance d'assister à des doublages d'épisodes de Nicky Larson, de choses comme ça, quoi. J'ai vu ces grandes voix aujourd'hui, comment elles travaillaient à l'époque, et c'était fascinant d'assister à ça. Mm. Qu'est-ce que tu penses que de nos jours, les doublages se font peut-être autrement, peut-être avec plus de pression, peut-être qu'à un rythme soutenu qu'à l'époque? Toi qui as pu C'est voir un différent, en peu. fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées parce que à l'époque, déjà les traductions sur les dessins animés japonais, on traduisait pas du japonais. Le studio japonais fournissait une traduction anglaise qui était à partir de laquelle on traduisait en français. Mais cette traduction anglaise, elle était souvent très mauvaise. Donc c'est ce qui explique des fois que des fois on m'expliquait qu'il manquait des fois des paragraphes entiers, donc ils étaient obligés d'inventer parce que il y avait très peu de gens qui parlaient japonais, en tout cas dans ce milieu-là, à cette époque-là. Donc aujourd'hui, on est plus attentionné, on fait plus attention. Avant, on changeait les noms. Juliette, je t'aime, il s'appelle Juliette, Stéphane, alors que ça se passe au Japon. Voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, on fait plus ce genre de choses. Aujourd'hui, on respecte beaucoup plus la version originale. Les comédiens écoutaient assez peu la VO. Aujourd'hui, ils vont quand même plus l'écouter. Donc voilà, ce qui a changé en bien, c'est ça, c'est qu'on respecte beaucoup plus les séries. Après, il y a d'autres choses qui ont évolué. Je dirais pas que c'est en mal, mais aujourd'hui, on veut aller plus vite, on est plus au rendement. Et les moyens techniques font qu'on peut optimiser un doublage. C'est vrai que ça coûte encore très cher de faire un doublage, mais du coup, à force de vouloir optimiser, on a un peu perdu la bonne ambiance qu'il y avait sur un doublage. Avant, tout le monde était là en fait sur le plateau parce que on doublait. On doublait au fur et à mesure et il fallait que tous les comédiens soient là pour enregistrer. Mais du coup, ça crée une ambiance. Les doublages, ils étaient souvent, on faisait attention, les chefs de plateau, ils réunissaient des gens qui s'entendaient bien entre eux, du coup, vu qu'ils allaient partager des longs moments ensemble pour enregistrer, on faisait attention à ça et ça créait des choses. Et du coup, comme ils étaient en bonne ambiance, ça faisait des doublages qui étaient où transparaît finalement cette envie, cette joie d'être ensemble et de passer un bon moment. Même si des fois, ils doublaient des trucs qui les intéressent pas, en tout cas, voilà, ça donnait des doublages un peu spontanés. Aujourd'hui, voilà, les comédiens, on va faire venir un comédien et il va enregistrer tout seul tous ces épisodes en 3 après-midi. Donc du coup, on a perdu un petit peu du spontané, de l'échange. Donc le doublage, il est plus propre, il est plus carré, il est plus respectueux, mais on a perdu quelque chose qui est pas forcément perceptible, mais qui est voilà, qu'on ne retrouve pas quand on réunit finalement tous les gens au même endroit. Et c'est ça que je trouve parfois un petit peu dommage. C'est difficile de s'en rendre compte, mais c'est, selon moi, ça c'est mon analyse, ce qui explique que des fois les doublages, ils paraissent des fois un petit peu plats ou un petit peu lisses et qu'il manque ce petit quelque chose. Encore une fois, quand on regarde les VF de Dragon Ball ou de Nicky Larson, on peut faire des critiques sur l'adaptation ou sur des choses qui ont été parfois un peu qui ont pu être ratées ou mal faites, mais malgré tout, il y avait quelque chose dans ces doublages, dans les voix et dans le truc, et ça, pour moi, c'est vraiment lié au fait que les comédiens étaient ensemble et qu'il y avait une certaine ambiance sur ces plateaux à cette époque-là. Mhm. Et puisque tu es journaliste manga et spécialisé là-dedans, quels sont justement tes mangas préférés? Alors moi, je reste un grand fan d'Osamu Tezuka, le maître absolu, celui par qui tout a commencé. Alors, je rappelle que ce n'est pas, on le surnomme le dieu du manga. Alors, c'est pas lui qui a créé le manga. Il y a eu des mangas avant Tezuka, mais en tout cas, c'est lui qui l'a popularisé, aussi bien avec des titres emblématiques comme Le Roi Léo, Astro Boy ou Prince Saphir. Et j'adore aussi ces mangas plus adultes, comme Les Trois Adolphes, MW, Ayako, des choses comme ça. Donc, j'essaie de collectionner toutes les œuvres de Tezuka qui sont sorties en France. Sinon, je reste un fan aussi de Naoki Urasawa, l'auteur de Monster, 20th Century Boys. Voilà, pour moi, c'est un génie du dessin, de la narration. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Bon, je suis quand même plutôt old school, hein, mais moi, comme je dis souvent, dans le manga, ce que j'aime bien, c'est la variété, c'est qu'il y a vraiment des choses très différentes. Donc, j'aime aussi bien un bon manga shonen comme Full Metal Alchemist que un Monster ou un vieux Tezuka qui va ressortir. Voilà, et je vais pas conseiller forcément un manga parce que les mangas que j'aime, c'est suivant ma personnalité et mon parcours et mes goûts. Donc, si je le conseille, peut-être que ça plaira pas à d'autres personnes. C'est pour ça, du coup, je préfère conseiller un auteur plutôt qu'un manga. On peut peut-être plus trouver des choses qui nous correspondent à travers un auteur. Et qu'est-ce que tu penses des mangas actuels par rapport à ceux d'avant, justement? Je parle beaucoup des mangas des années 80-90. Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux mangas produits aujourd'hui? Je pense que on se fait souvent une idée fausse de penser que c'était mieux avant. Euh, je pense qu'il y a toujours d'excellentes œuvres en manga qui sont publiées aujourd'hui. Simplement, il y en a beaucoup plus qui nous arrivent en français qu'avant. Avant, en fait, on n'avait pas beaucoup de choses et du coup, les éditeurs, ils achetaient vraiment la crème de la crème. Donc du coup, pendant les premières années, on a eu des Gun, des Ghost in the Shell, des Appleseed, des trucs qui étaient très forts et aussi du Dragon Ball, du Dr. Slump. Mais voilà, pendant 20 ans, les éditeurs ont vraiment acheté ce qu'il y avait de meilleur et ce qu'il y avait de meilleur sur 40 ans de manga. Maintenant, voilà, on a fait un peu le tour et on suit un peu plus la production japonaise de ce qui se fait. Et cette production japonaise, ben, elle a du très bon, elle a du bon et elle a aussi du moins bon. Et on a plus ce mélange un peu plus et surtout on n'a plus le recul, donc les mangas qui arrivent c'est au moment où ils sortent au Japon, donc on ne sait pas encore si ça sera des trucs qui seront excellents sur la durée ou pas. Il y a beaucoup de choses, des fois les gens sont déçus, des fois ça part très bien sur les 2 premiers tomes et puis après pof, ça retombe. Donc je pense que c'est à cause de ça que des fois on se fait l'idée qu'il y aura peut-être moins de bonnes choses actuellement au Japon, mais non, il y a toujours d'excellents mangas au Japon. Faut juste savoir les trouver au milieu de tout ce qui sort. Et puis, effectivement, savoir aussi trouver ceux qui nous correspondent. Mais voilà, en ce moment, il y a le manga Jujutsu Kaisen là, qui fonctionne très bien et qui est tout à fait dans la lignée d'un Death Note, d'un Bleach. Voilà, pour citer quelque chose de récent. Moi, j'adore Golden Kamuy aussi. C'est vrai que c'est un truc qui s'adresse qui est un peu plus seinen, mais je trouve le manga excellent. Donc voilà, pour moi, il y a encore. C'est juste qu'on a une profusion d'offres. Donc je reconnais que des fois, c'est pas forcément facile. Quand on se dit, tiens, je m'achèterais bien un nouveau manga, ou tiens, j'ai pas lu de manga depuis un petit moment, là, j'ai envie de me relire un truc, quoi prendre? Et on se retrouve face au rayon BD, et là, bon, ok, il y a des dizaines et des dizaines de titres, on saura pas forcément quoi choisir. Avant, on achetait un peu à l'aveugle, et puis il y avait pas beaucoup de choses. Donc forcément, voilà, bah, on était, je veux pas dire qu'on était sûr de pas se tromper, mais en tout cas, il y avait moins de risques que de déception. C'est la difficulté, elle est plus là aujourd'hui. Trouver le manga qui nous correspond parmi tout ce qui sort. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que tu prévois pour l'année qui vient, toi, au niveau personnel, au niveau professionnel? Est-ce que tu as des projets? J'espère refaire j'espère qu'on va réussir à refaire un peu des salons et des événements parce que ça va être un peu la frustration de cette année. J'ai l'habitude je cours pas tous les week-ends dans les conventions parce que je veux aussi rester un petit peu le week-end chez moi de temps en temps. Mais voilà, j'ai pour habitude d'être appelé parfois soit pour présenter des films, pour faire des interventions et animer des fois des conférences débats lors de projections ou d'avant-premières de films, ou soit des fois pour faire des conférences, que ce soit sur le manga, l'animation japonaise ou tout simplement sur les génériques. Donc j'espère pouvoir reprendre un petit peu ça l'année prochaine. Et puis je continue de faire la promotion du livre que j'ai coécrit avec mon collègue Rui Pasquale sur les génériques de dessins animés français, la belle histoire des génériques télé. Donc voilà, on a été un peu coupé. Le livre il est sorti il y a 1 an. Et juste après, ben, on a eu une grève des transports en France, à Paris, il y a 1 an. Oui, je m'en Ensuite est souviens. arrivé le Covid dans la foulée, donc ça nous a un petit peu. On est content, quoi. Le livre, il fonctionne bien et il y a un bon bouche à oreille, mais du coup,
on n'a pas fait toute la promotion qu'on voulait faire autour de ça, donc j'espère aussi pouvoir continuer de reparler un petit peu de cet ouvrage l'année prochaine si on peut reprendre. Et puis sinon, à titre personnel, j'espère pouvoir retourner au Japon parce que j'essaye d'y aller une fois par an et cette année je devais y aller, mais mon voyage commençait le jour où a été déclaré le confinement, donc Ah, j'ai malheureusement dû annuler. ah oui, c'est la série noire. Et justement, Oui, parle-nous c'était de ton nouveau livre, c'est l'occasion, du coup. Et ben voilà, passionné de génériques, puisque à l'époque de Super Loustic, je passais tous ces génériques télé des années 70-80. C'est pas seulement les génériques en fait qui me passionnaient, c'était aussi l'objet, les disques, que ce soit le CD single ou le 45 tours. C'était quand même une vraie industrie à l'époque, et puis il y avait voilà non seulement une chanson qui nous marquait parce qu'elle a accompagné un dessin animé qu'on aimait bien, mais aussi cet objet du disque. Donc j'ai toujours été collectionneur, j'en achetais déjà à l'époque, même si je commençais déjà à être adolescent et que des fois on me regardait bizarrement quand j'achetais un disque de dessin animé. Mais en tout cas, voilà, j'ai grandi avec les dessins animés, j'ai grandi avec ces génériques et j'ai gardé cet attachement. Et en faisant arriver à 20 ans justement cette émission de radio qui était aussi sur les génériques, c'était un peu l'aboutissement de tout ça. Mais il y avait aussi une frustration sur ces génériques, c'est que bien souvent, à l'époque, on ne savait pas qui les chantait. Une fois sur deux, l'interprète était marqué sur le disque, mais une fois sur deux, il n'y avait pas d'interprète. Donc, après, on a commencé avec des amis qui s'intéressaient à tout ça, que ce soit pour Animeland, pour faire des interviews, ou que ce soit même à titre personnel. En plus, après, dans les années 2000, j'ai monté une petite maison de disques avec un associé qui s'appelait Logarithme, où on a ressorti des génériques de dessins animés. Et à cette époque-là, en achetant les droits, on a pu discuter des fois avec les compositeurs qui nous ont donné des noms. Donc, il y a eu tout un travail d'enquête et petit à petit, au fil des années, on a commencé à avoir les noms de ces interprètes. Et ce livre, finalement, c'est un peu l'aboutissement un peu de toutes ces recherches. On avait envie de mettre en avant les interprètes, justement, ces gens qui ont des fois des carrières. C'est souvent des musiciens, c'est des gens qui ont travaillé dans le milieu de la musique, pas que les génériques, mais qui ont accompagné des fois les plus grands. Je rappelle que Bernard Minet, avant d'être le chanteur des Chevaliers du Zodiaque et de beaucoup de génériques, c'était un batteur. Il a accompagné Charles Aznavour, il a accompagné Nicole Croisy, plein de gens. Et en fait, la plupart des chanteurs de générique, que ce soit les Claude Lombard, Michel Barouille, c'est tous des gens qui ont un parcours comme ça, qui sont au départ musiciens, choristes. Un jour, ils sont arrivés à chanter un générique parce qu'on avait besoin d'une voix. Ils ont fait ça souvent sans se rendre compte qu'on leur en reparlerait 20 ans après. Et voilà, et 20 ans après, on leur parle de ce truc dont des fois ils ont presque aucun souvenir parce qu'ils ont fait ça en quelques heures dans un studio, parmi d'autres séances d'enregistrement qu'ils faisaient à l'époque. Et on trouvait intéressant avec mon co-auteur de raconter cette histoire, de raconter qui se cache derrière les génériques, comment ils ont été créés aussi, parce qu'il y a souvent toute une histoire, il y a des anecdotes qu'on a récoltées au fil des années. Et voilà, puis du coup, on s'est dit, finalement, ça serait peut-être le moment de mettre tout ça dans un livre, et c'est comme ça que ce projet est né. Ah. Donc c'est quelque part une enquête qui s'est faite sur le tas sans vraiment penser à en faire un livre par la suite, quoi, en fait. Et de la curiosité au Bien sûr, départ, d'ailleurs, et à force d'accumuler des informations, l'idée d'un livre est venue, si je comprends bien. c'est ça, quand on nous demande combien de temps vous avez mis pour écrire le livre, c'est difficile de répondre à cette question. Concrètement, on a mis quelques mois, mais en fait, on n'a pas mis quelques mois, on a mis toute une vie. C'est effectivement depuis qu'on est enfant qu'on collectionne, qu'on collecte ces infos ou qu'on s'y intéresse. Donc, c'est un peu l'aboutissement effectivement de tout un parcours. Et on peut le trouver où, ce livre? J'imagine qu'on peut le trouver dans les Alors, il est en librairies. vente dans les librairies plutôt. Alors, c'est édité chez Ennis, hein, c'est pas un grand éditeur, donc du coup, il y en a pas des 1000 et des 100, mais il est quand même bien distribué. On va le trouver plutôt dans les librairies un peu spécialisées, BD, manga, geek. Et sinon, on va le retrouver aussi dans les enseignes plus classiques. Alors en France, on va avoir la Fnac, Cultura, il est en vente aussi sur Amazon. Je ne sais pas en Belgique s'il est bien distribué là-bas, mais voilà, Je ne après, voilà, saurais pas le il reste dire. quand À même mon avis, à trouvable. la Fnac, on devrait le trouver facilement. Voilà, donc dans ces réseaux traditionnels, on peut soit le trouver ou le commander. Oui, et puis il y a des librairies spécialisées ici en Belgique, comme Molière, par exemple,
On peut commander tout ce que l'on veut. Il y a d'autres librairies un peu plus spécialisées. Je pense par exemple à BD Bill à la Louvière et BD World à Mons, et là, à mon avis, on peut le trouver sans trop de soucis. Ou du moins le commander, au pire. Donc, à mon avis, il est bien distribué. Oui, ça va. En général, il est voilà, les gens n'ont pas trop de difficultés pour le trouver. Voilà, exactement. Je pensais que tu allais poser une question. Non. Et quelle est la phrase ou le comportement le plus étrange que tu as eu d'une personne, d'un fan ou autre? Tu vois ce que je veux Oula, dire? je dirais pas un comportement étrange, mais à l'époque, j'habitais pas très loin d'Animeland. C'était à l'époque où je faisais l'émission sur la chaîne Manga. J'habitais pas très loin d'Animeland, et donc j'y allais à pied. Et je traçais un peu déterminé, et puis surtout j'écoutais de la musique sur les oreilles. J'avais ma casquette, le casque et tout, et je traçais pour aller à Animeland. Et d'un seul coup, il y a des gens qui m'arrêtent. Eh, monsieur, monsieur, monsieur. Je me dis, oh là, qu'est-ce qu'ils me veulent cela? Est-ce qu'il y a encore un truc louche, ou qu'est-ce qu'on va me demander? Tu vois, j'hésite les limites à m'arrêter et à faire un truc, mais bon, du coup, je me retourne. Et là, on me dit, c'est pas vous qui présentez l'émission sur la chaîne Manga? Mais on s'était croisés mais en 2 secondes comme ça. En plus, j'étais hors contexte, hors truc. Je sais pas comment le gars il a fait pour me reconnaître, mais voilà, c'est la seule fois dans ma vie où on m'a reconnu dans la rue. Hein. Je joue pas les stars, mais ça m'a toujours surpris en fait. Pour moi, cet instant, il était tellement bref, et en plus, ouais, j'étais quand même ouais, avec une casquette, un truc que la personne, mais en un quart de seconde, reconnu que c'était moi qui co-présentais l'émission, et qui, ouais, voilà. Donc le gars, il voulait juste sympathiser. Ah ouais, c'est cool et tout. Et voilà, ça m'a marqué en fait ce truc. Ah oui, ben c'est vrai que c'est surprenant quand ça arrive comme ça à l'improviste. Pas comme ça dans Mais une surtout, convention, forcément. le gars doit être, le gars doit être très physionomiste, quoi, Oui, c'est ce que d'avoir j'allais dire. réussi à reconnaître mon visage dans ces conditions. Hmm. Ça, c'est sûr, il devait être très physionomiste. Quel serait ton rêve le plus fou dans ta carrière? Pas comme animer une émission sur le manga au Japon directement, par exemple? J'ai pas les capacités pour ça. Non, non, moi, le truc le plus fou, ça serait j'adore les rencontres, et il y a encore quelques personnes que j'aimerais rencontrer. J'aimerais beaucoup rencontrer, ouais, surtout des compositeurs ou des interprètes japonais, notamment Mitsuko Orie, qui a chanté énormément de génériques au Japon. C'est elle qui a chanté Candy, La Label, Le Tour du monde de Lydie, Judo Boy. Enfin, c'est une des plus grandes chanteuses de génériques d'animé. Elle n'est jamais venue en France, et voilà, au Japon, elle est encore très connue, donc elle n'est pas forcément abordable comme ça. Mais voilà, j'ai des petits projets comme ça. C'est vrai que quand je vais au Japon, j'essaye de voir si des fois si je peux goupiller ce genre de petites rencontres. Mais bon, Mitsuko Rie, c'est quand même difficile à atteindre. Oui, je me doute. Ça fait partie des personnes presque inapprochables, entre guillemets. Ça va pas C'est être pas évident. inapprochable, mais disons que moi aujourd'hui, je représente pas grand-chose. Je fais un podcast, mais bon, voilà, il est bon. Il a pas non plus des milliers et des milliers d'auditeurs, donc je peux pas prétendre à. Je travaille plus pour Animeland aujourd'hui, donc j'écris beaucoup moins. Mon parcours de journaliste, pour l'instant, il est plutôt un peu en stand-by. Hein. Donc du coup, voilà, si derrière j'ai pas un support ou un truc pour valoriser un peu cette rencontre, je me permettrai pas de la contacter juste pour mon pauvre petit site internet. Et donc, on peut écouter tes podcasts sur ton site internet. Tu les publies à quelle fréquence? Alors j'en fais un par semaine. Ah, c'est déjà pas mal. Voilà, au début j'ai commencé sur un podcast sur les génériques japonais qui s'appelle Anisong, où l'idée c'était de partir sur un générique connu des années 70, 80, 90, et derrière de découvrir qui l'interprète. Et
Et après avoir fait un peu plus de 120 numéros, là, je continue d'en faire un, mais cette fois-ci, je continue d'en faire des Anisong de manière un peu plus sporadique parce que je commence à avoir un petit peu usé le thème. Et du coup, depuis la rentrée, j'ai commencé un autre podcast qui est vraiment lié au livre, qui s'appelle du coup La belle histoire des génériques télé. Et l'idée, du coup, cette fois-ci, c'est de parler de génériques français, de raconter l'histoire d'un générique dans chaque podcast. Donc, ça dure entre 15-20 minutes. Et à chaque fois, on explique comment est né le générique, qui l'interprète, s'il y a des anecdotes ou des génériques différents plus rigolos à découvrir. Et voilà. Et j'essaye de tenir à en faire un par semaine. C'est tous les vendredis. Et effectivement, il suffit d'aller sur mon site anisong.fr ou sinon, après, c'est relayé sur toutes les plateformes de podcast. Et j'imagine que tu les publies sur Facebook, par exemple. Sur Facebook, il y a chaque semaine, oui, le lien qui donne soit pour l'écouter en streaming, soit pour l'écouter en téléchargement. Donc, en gros, sans mettre qu'un visage, puisque c'est du podcast, tu mets un personnage avec son vécu derrière la voix d'un générique, quoi. Son parcours, ce qu'il a fait avant, sa biographie, etc. C'est très bien, ça. C'est ça. C'est magnifique, je trouve l'idée vraiment excellente. C'est justement des personnes qui, en général, pour nous, restent la personne qui a chanté tel morceau, et puis ça s'arrête là. En général. Pour la plupart des personnes, je s'entends. Hein. Après, c'est pas lié qu'au dessin animé. Je pense qu'il y a des gens, des fois, qui ont fait un seul succès dans leur vie et ils resteront toujours le chanteur de ce tube, alors que derrière, ils ont pu sortir 3-4 albums et que les gens ne retiennent que le tube qu'ils ont fait. Donc, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est lié qu'au dessin animé, mais on identifie souvent les gens à quelque chose qui est le plus marquant. Voilà, on retient généralement qu'une fraction d'une carrière d'une personne, parfois sur une chanson ou un titre. Il n'y a qu'à voir Cranberry, c'est la chanteuse qui est décédée récemment, il y a quelques années, où on retient Zombie, il y a un autre comme morceau, mais en réalité, elle a sorti plusieurs albums. Et oui. Sur le même truc, le même système. Donc c'est pour ça que j'attrape les gens avec le générique connu en disant allez, on va le réécouter. Et derrière, j'en profite pour un peu leur donner des infos et peut-être la curiosité d'aller découvrir d'autres choses. Pas même, d'autant qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on sait aller plus loin que le podcast. En général, à l'époque où tu faisais de la radio, par exemple, si tu parlais de quelqu'un, après, si tu voulais approfondir, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Tu devais aller dans une librairie, trouver un livre. Et encore, si tu arrives à trouver un livre qui parle de la personne en question, c'est encore moins évident. Après, c'est pour ça aussi que ça avait une puissance aussi qui était aussi absolument énorme. Et c'est pour ça aussi que les gens qui m'ont écouté à l'époque m'en parlent encore aujourd'hui. Oui, parce que c'était une source d'information qui était primordiale et pratiquement unique. On apprenait des choses à la radio qu'on ne pouvait pas apprendre ailleurs. Contrairement aujourd'hui, où si on est féru de quelque chose, on va trouver des informations qu'on va peut-être entendre dans une émission de radio par la suite. Exactement. Et en gros, à l'époque, c'était l'animateur qui faisait vraiment son travail de recherche que les auditeurs ne savaient pas faire d'eux-mêmes, en fait. Parfois, il y a derrière des heures de recherche et des coups de téléphone passés à gauche et à droite, puisque ça marchait comme ça à l'époque, ou du bouche à l'oreille quand on connaissait des personnes que l'auditeur, lui, ne pouvait pas faire, forcément. C'est toute une autre époque. Hein. Oui, j'avais un livre, une espèce de bible en italien qui recensait tous les dessins animés japonais, qui m'a beaucoup servi à cette époque-là. Alors, bien que je ne parlais pas un mot d'italien, hein, mais c'était quand même plus facile à aborder que des choses tout en japonais. Ah, c'est sûr. Ah, c'est comique, ça. Hein. Donc, les Italiens étaient un peu plus, on va dire, en avance sur les Français, pour l'époque. Oui, en termes de fanzine, ils avaient lancé des choses bien avant Animeland et du coup, ils avaient aussi sorti un peu des bouquins ou des choses. Et ça a été aussi pour Animeland une source d'inspiration au tout début, justement, de voir comment, dans un pays juste à côté, cette culture, elle avait commencé à émerger et que des gens avaient réussi à justement créer quelque chose comme un fanzine ou des ouvrages.
Mhm. À propos des doubleurs, justement, tu parlais des doubleurs comme Le Cordier et autres, qui sont très connus ici en France. Comment t'expliquerais, puisque toi tu as assisté à des séances de doublage, à ton avis, pour quelles raisons les doubleurs de Dragon Ball français sont hyper connus chez nous, comparé à d'autres pays de doublage comme l'Espagne, l'Italie ou autres, qui ont aussi doublé les Dragon Ball dans leur langue, mais qui sont de parfaits inconnus chez eux. Bon, on va pas se mentir, au départ, ils sont connus aussi parce que le dessin animé a été très connu et a particulièrement cartonné en France. Je veux dire, c'est pas un hasard si parmi les voix les plus connues, on retrouve les voix de Nicky Larson, de Dragon Ball, c'est parce que ce sont des dessins animés qui ont tout d'abord eu un énorme succès. Donc forcément, qui dit succès, quand ensuite derrière arrive la personne qui a été la voix d'un dessin animé qui a été un énorme succès, ça aide beaucoup. Ensuite, peut-être aussi parce que bah, c'était vraiment une génération de comédiens, c'était ce qu'on appelait vraiment à l'époque des voix. C'est des gens qui avaient une voix particulière, peut-être aussi un don ou en tout cas une facilité à faire ces doublages qui rajoutaient de la personnalité et qui rajoutent ce côté un peu unique aussi à ces doublages. Donc, je pense qu'il y a une combinaison d'un petit peu tout ça. Quand ils sortent de l'ombre, à la fois, ça rappelle aux gens des dessins animés avec lesquels ils ont grandi, avec lesquels ils ont un attachement, des dessins animés, des personnages. C'était des gens qui étaient très talentueux. La preuve, aujourd'hui, ils arrivent encore à faire ces voix. Et puis, effectivement, si le dessin animé a eu du succès, c'est aussi parce que ces doublages étaient très réussis, ou en tout cas, les voix étaient charismatiques et ont bien fonctionné avec ces personnages. Donc, je dirais que c'est un petit peu la combinaison des deux, et puis peut-être un bon timing après pour justement les mettre en avant. Peut-être qu'en Espagne, il n'y a pas eu cette démarche aussi de les inviter dans des salons, dans des conférences, ce qui finalement s'est fait depuis une dizaine d'années en France et qui a contribué aujourd'hui justement à mettre leur nom en avant et à savoir qui se cachait derrière ces voix. Donc, je dirais peut-être ces trois facteurs, quoi. Le talent, une voix, le succès d'un dessin animé, et puis effectivement des événements qui étaient prêts pour les accueillir et qu'ils aillent à la rencontre du public. Et peut-être un peu d'improvisation aussi. J'avais vu un reportage sur justement la différence entre Dragon Ball Z au Japon et le doublage français. Il y a des moments où c'est le silence complet dans la version originale, alors que tu entends les voix off faire des oh, ah, qui n'étaient pas dans la version C'est ce originale. que je Donc du coup, il y a disais. peut-être eu de l'improvisation qui a donné plus de tonalité chez nous à ces dessins animés-là. Oui, c'est ce que je disais. Il faut voir qu'à l'époque, le matériel dont ils disposaient pour traduire les dessins animés était vraiment des fois de qualité inégale. Et on m'avait vraiment dit des fois qu'il manquait des paragraphes entiers. Quand l'adaptateur il préparait les textes, des fois il n'y avait pas de texte. Alors soit il inventait des trucs, ou soit il disait bon on met rien. Voilà. Et puis il y a tout le côté un petit peu archaïque. À l'époque, on travaillait pas en numérique, donc pour écouter les trucs en VO ou se rendre compte qu'il manque des trucs, c'était fastidieux, donc on le faisait pas systématiquement, d'autant plus qu'il fallait quand même doubler assez vite parce qu'il y avait une grosse demande de doublage. Donc c'est un petit peu pour toutes ces raisons. Mais effectivement, oui, il y a eu beaucoup d'improvisation. Moi, je me souviens d'un épisode sur Nicky Larson où c'est un épisode en deux parties. Et il y avait ils enregistrent le résumé de la partie d'avant. Il y avait, pour une fois, il y avait un résumé dans l'épisode précédent, tout ça. Et là, à cette époque-là, c'était Maurice Sarfati, donc le fameux qui parle comme ça, oui, je vais trouver une bulette. Voilà. Et il commence à lire le résumé, et puis, je sais pas, il était peut-être pas très bien écrit, il bute sur les mots et les trucs. Puis au bout d'un moment, il dit, bon, allez, renvoie-moi tout ça, je vais le faire à ma manière. Et puis là, il est parti dans ce qu'il faisait à l'époque. Dans le dernier épisode, notre Nicky Larson. Voilà, c'était totalement improvisé. Et voilà. Alors, je sais que ça en fait hurler des gens d'entendre ça, parce qu'ils trouvent ça irrespectueux par rapport à la version originale. Et à la fois, ça a contribué aussi à cette improvisation même si c'était surjoué par rapport à la VO, ça a apporté quelque chose à la série. Et aujourd'hui, c'est des trucs qui sont des répliques un peu cultes, et ça contribue finalement à la renommée et au fait qu'on se souvient aussi de ce doublage. Donc, ça a du bon, ça a du moins bon, mais effectivement, c'était une spécificité française parfois de travailler comme ça. Mm.
En effet, oui, 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 tu as tout à fait raison dans tout ce que tu as dit au niveau du doublage. Ça rejoint ce que je disais à propos des improvisations. Je suis content que tu confirmes cela. Et le Covid, Après, voilà, après tout n'était pas improvisé. Voilà, bien faut pas sûr. non plus penser que c'était fait par-dessus la jambe et que tout était inventé. Non, Mais ça manquerait, pouvait manquerait plus que arriver. ça. Manquerait plus que ça. Mais c'est vrai que le doublage va particulièrement être difficile, dans le sens que les Japonais ont un style de doublage assez particulier. C'est criard, il faut beaucoup d'énergie, à mon avis, pour être doubleur au Japon, parce que ça crie dans tous les sens, c'est infernal. Alors que la version française est plus calme au niveau de la voix, euh, plus posée, je dirais. Et oui, parce Et ça que aussi, ça change le assez. japonais, c'est très théâtral. C'est C'est ça. et on peut pas faire exactement pareil, sinon ça ferait ridicule en français. Donc une Oui, ça bonne c'est sûr. adaptation, c'est saisir l'intention et la traduire dans la manière dont on peut le jouer dans la langue où on traduit. Donc parce que beaucoup de gens disent oui, ils savent pas jouer parce qu'ils crient pas autant. Mais s'ils criaient pareil, ça serait ridicule. Ça marcherait pas pour autant. Donc il faut trouver le ton juste qui donne le même résultat, la même intention, mais on peut pas jouer exactement comme on joue en japonais, bien sûr. Et ça, Mhm. c'est évident. On se souvient tous d'une fameuse vidéo d'ailleurs qui tourne sur YouTube de Le Cordier qui, au Japon, fait une réplique en français à côté d'une voix japonaise dans le véritable dessin animé. C'est vraiment le jour et la nuit au niveau du Oui. doublage. C'était la voix de Sangohan et de Sangoku, Ouais, c'est ça. c'était son équivalent. Kamehameha. C'est ça. Ça avec Dragon Ball, ça a été un peu à l'enfance et ça tourne toujours au jour d'aujourd'hui, hein, parce qu'ils en Oui, oui, ont oui. encore fait des séries et des séries. Enfin, on n'arrive même plus à calculer combien il y en a eu d'ailleurs. Enfin, tellement qu'il y en a que, fou, Mm. entre Dragon Ball, après Dragon Ball Z Nana, Dragon Ball Z truc, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball Z, Mm. ils en ont fait vraiment pour tous les goûts, vraiment qu'à de le dire, mais Là, c'est le cas de le dire, c'est oui. vrai que c'est vrai que du coup, Dragon Ball Z, oui, effectivement, ça a été un peu l'enfance de tout le monde et je pense que ça continuera encore au jour d'aujourd'hui puisque je pense qu'il y a encore d'autres trucs qui sont en cours, il me semble. Mais voilà quoi, après, ça et Dragon Ball Z, ça ne s'arrêtera pas forcément tout de suite, à mon moindre avis. Non, c'est sûr, ça va continuer. Tant que ça marche, qu'il y a des fans derrière, ça continuera. Et tant mieux. Rares sont les choses qui durent Ça aujourd'hui. ça se transmet aussi parce que c'est une série qui vieillit bien, Oui. qui n'est pas, qui reste pas datée. Aujourd'hui, quand on regarde Saint Seiya, ça fait quand même assez années 80 dans le dessin et trucs. Dragon Ball, l'univers est inventé, le design n'a tellement rien à voir avec le reste que finalement, ça garde plus un côté intemporel et c'est ce qui fait que même voilà, les parents aujourd'hui regardent Dragon Ball avec leurs enfants et il y a une transmission qui se fait. Mm. Exactement, Puis oui, là, c'est pas faux. On en parle encore aujourd'hui. puis même les personnages qui veulent évoluer de plus en plus haut aussi, donc là, bien évidemment, bah là, la série que j'ai regardée, ils évoluent carrément en dieu Kaio, enfin en dieu. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Du coup, on est complètement dans quelque chose qui est hors norme et qui veut encore monter plus haut. C'est ça le pire. Donc, donc c'est vrai que du coup, oui, Dragon Ball, je pense que ça s'arrêtera pas comme pas tout de suite, en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être dans des avenirs proches, mais pas maintenant. Hmm. Oula, ah voilà, les Jones, l'heure passe. Et oui, Il est déjà 16h59. Ouais, Ça va être bientôt l'heure de la prochaine interview. oui. Donc du coup, je te laisse finaliser le tout, Tarius, savoir avec quoi on finit du coup. Oui. Aurais-tu quelque chose à dire, Olivier, une dédicace ou autre, pour clôturer cette interview? non, bah, merci à vous, merci pour vos questions et puis toujours dispo là pour cet événement. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon channel, là, sur ma vitrine, si vous voulez échanger ou si vous avez d'autres questions. Oui, comme tu as un stand ici, il faut le rappeler.
Et tu as prévu des activités dessus ou pas? Non, non, pas plus que ça, mais je reste dispo s'il y en a qui veulent échanger. Moi, je dirais qu'une heure trop court, hein, Ouais. avec tout ce qu'il y a à dire sur ce domaine-là. Je te propose éventuellement de voir pour une autre interview en dehors du contexte, si bien sûr tu le veux bien. Bien sûr, avec plaisir, oui. Et puis, il faut regarder toutes les dates et tout, mais j'aimerais bien pouvoir organiser une autre interview du fait que c'est vrai que du coup, une heure, bah, ça a fait court. On n'a pas eu le temps de tout parler. Ah, Et non, c'est vrai c'est qu'une sûr. interview en dehors, oui, ce serait beaucoup. Du coup, on pourrait parler beaucoup plus de choses et plus en détail, du coup. Pour nos auditeurs. Pas de souci. Si vous voulez qu'on échange après, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, donc vous m'envoyez un petit message privé et puis on se cale ça. Ok. Eh ben, y a pas noté. de souci, y a pas de souci. De toute façon, là, je vais regarder ça pour checker déjà tes pages et autres, et puis et on se tient au courant de tout ça. Ok. Eh ben, merci bien à toi en tout cas d'être venu, et Oui, puis merci on beaucoup. te souhaite bonne convention et puis courage pour la suite. Merci, et bonne interview au prochain. Oui, Merci Olivier. Merci à Au toi. revoir tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao.